Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Le procès en appel de l'affaire de pédophilie d'Outreau est reporté de plusieurs mois au moins. Une enquête supplémentaire a été ordonnée sur la possible méprise de la justice à propos d'un des accusés, Daniel Legrand. Sage précaution ou nouveau couac, les réactions sont partagées. La pauvreté toucherait 1 million d'enfants aujourd'hui en France. Un rapport du président d'Emmaüs, Martin Hirsch, propose des solutions inédites. Il insiste sur le retour au travail face à la logique d'assistance. À Rome, Benoît XVI s'inscrit dans la continuité avec Jean-Paul II. Tous les membres de la Curie, le gouvernement du Vatican, ont été reconduits, et notamment Angelo Sodano qui fait figure de Premier ministre. L'Espagne devient le premier pays d'Europe à autoriser le mariage et l'adoption pour les homosexuels. Le vote du Parlement a été accueilli par des applaudissements et des cris de joie et une très vive condamnation de tous les représentants religieux. 4 mois sur une île déserte, pourquoi faire? L'aventurier Jean-Louis Etienne fait le bilan de sa mission en famille sur l'atoll de Clipperton. Il a été frappé par la quantité de déchets ramenés par les courants et par les conséquences de la pêche intensive sur le milieu naturel. Enfin, depuis quelques heures, l'avenir de Fabien Barthez est en suspens. Il avait craché sur un arbitre. La commission de discipline l'entend en ce moment et pourrait le condamner à plusieurs mois de suspension. Décidément, le procès d'Outreau met la justice à l'épreuve. Il y a quelques mois, vous vous en souvenez, plusieurs accusés avaient été innocentés après des années de prison. Eh bien, la cour d'assises vient de reconnaître qu'il y a un nouveau doute, cette fois pour l'un des condamnés. Il s'agit de Daniel Legrand, on en parlait hier soir. Il pourrait avoir été confondu avec un autre. Et du coup, le procès en appel est reporté. Dominique Verdaillan, Vincent Ferreira. Repoussé, une petite victoire chez les Daniel Legrand, père et fils. Le premier a été acquitté, le second condamné à 3 ans de prison. Aujourd'hui, la justice doute, a-t-on accusé et condamné à tort? Conséquence, le procès prévu le 10 mai est renvoyé à plus tard. J'ai passé des mois de prison pour rien, j'ai fait un procès pour rien, enfin j'ai été sali, plus bas que terre. Libéré depuis le 20 juillet, 18 jours après avoir été condamné à 7 ans de prison, Dominique Vieille, prêtre ouvrier, attendait le 10 mai avec impatience. Ce qu'on vient d'apprendre ne fait que reculer les échéances. Et je ne suis pas très étonné que les failles de l'instruction vont apparaître et s'agrandir de plus en plus. Thierry Dosque, 4 ans de prison au verdict de Saint-Omer. Il voit son fils qu'une fois par mois et attendre est encore de trop. Ça fait 4 ans que je dis que je suis innocent, plus de 4 ans même. Ça fait long quand même. Même les avocats des victimes ne sont pas surpris par ce nouvel épisode Outreau. Ce qui arrive aujourd'hui pour Daniel Legrand serait dû arriver au moment où on faisait l'enquête, c'est-à-dire début de l'année 2001. Il fallait effectivement explorer toutes les voies. Un supplément d'information qui va se tourner vers Daniel Camporini que nous avions rencontré il y a 2 jours. Il se déclarait alors prêt à répondre à la justice. Un mot de commentaire quand même, Dominique Verdaillan, bonsoir. C'est une nouvelle bourde ou au contraire la justice, cette fois, essaye de réagir à temps? Elle ne pouvait pas faire autre chose et elle a réagi vite. Nous pensions que nous avions tout dit, tout découvert sur ce dossier qualifié de catastrophe, de cataclysme judiciaire. C'est un catalogue de tout ce qu'il ne faut pas faire. La parole de l'enfant, la parole de l'expert, une instruction à charge, un verdict peu lisible. Tout le monde y allait de sa critique. Le garde des Sceaux qui a reconnu la faute de l'État. Jacques Chirac, qui le 14 juillet avait déclaré « La justice doit payer ses erreurs elle-même et cher ». Et tous les magistrats chargés du procès en appel à Paris que j'ai rencontrés cet après-midi encore sont conscients que le dossier qu'ils ont entre les mains est à manier avec précaution. La justice n'a plus droit à l'erreur. Certes, les 6 accusés qui sont tous en liberté vont devoir attendre probablement jusqu'à septembre-octobre prochain, mais aucun juge ne peut prendre le risque d'un nouveau séisme judiciaire. Merci Dominique. Un rapport qui frappe les esprits sur les enfants en situation de pauvreté. Premier constat, il serait 1 million en France. La pauvreté continue à augmenter malgré la hausse générale du niveau de vie. La nouveauté de ce rapport, c'est qu'il place la valeur du travail au cœur de ses propositions en insistant sur le fait que bien souvent, les familles les plus démunies n'ont pas forcément intérêt financièrement à retrouver un emploi. Anne Guéry. Pour les spécialistes, le constat est alarmant. La France compte 1 million de travailleurs pauvres, plus 1 million de bénéficiaires du RMI. Afin d'endiguer cette précarité, une mesure phare, la création d'un revenu de solidarité active, le RSA. C'est un ensemble de prestations sociales qui seront compatibles avec les revenus d'un travail.
Car le paradoxe aujourd'hui, c'est que le bénéficiaire du RMI perd de l'argent dès lors qu'il retrouve un emploi, puisqu'il perd aussi ses avantages sociaux. On dit que l'un des préalables, c'est de faire en sorte que toute reprise de travail, quelle que soit sa situation de départ, qu'on ait passé un jour au chômage ou 2 ans au RMI, ça rapporte forcément. Qu'on ne vous enlève pas plus de prestations que ce que vous allez gagner par le travail. Concrètement, une personne qui retrouve du travail pourra conserver ses aides sociales à condition que son salaire n'atteigne pas 1,5 fois le SMIC. Ce projet ne peut aboutir que si on lui alloue un gros budget, entre 2 et 8 milliards d'euros. Dans le rapport, 14 autres mesures en matière de logement, de santé et d'école, avec à la clé une obligation de résultat et pour ce faire, une évaluation chaque année. Car il est un autre chiffre qui donne le vertige, il existe 1 million d'enfants pauvres et cette pauvreté-là, dit le rapport, il faudra l'éradiquer en 15 ans. Et à propos d'évaluation, le Conseil général du Rhône, qui gère le RMI, donc dans le département, vient de décider de suspendre l'allocation pour un certain nombre de bénéficiaires. Motif, les services sociaux souhaitaient entrer en contact avec eux pour évoquer leur situation. Plusieurs centaines n'ont jamais répondu aux sollicitations. Virginie Fichet, Clément Bordas. Pour le Conseil général du Rhône, ce sont les perdus de vue. 6 000 allocataires du RMI, dont l'administration perdait peu à peu la trace. Comme Eric, ils ont reçu cette lettre, simplement pour reprendre contact, mais avec en conclusion une menace, la suspension du RMI en cas de non-réponse. C'est vrai que le fait d'avoir une ressource même insuffisante, parce qu'on en est là, c'est carrément une façon de se sentir exister socialement, d'être reconnu, être menacé de ne plus être rien du tout demain, c'est carrément c'est insupportable. Depuis janvier 2004, les conseils généraux gèrent le RMI. Dans cette nouvelle donne, chaque RMiste doit posséder un référent associatif ou social. Certains à ce jour n'avaient pas fait la démarche, le conseil général a donc voulu y remédier. Le RMI, c'est une démarche d'insertion avec l'adhésion de la personne qui doit se traduire par un contrat d'insertion. Il faut être 2 pour contractualiser. Eric et ses amis ne l'ont pas compris ainsi. Derrière les mots, c'est un système qu'ils veulent dénoncer, celui de la suspicion et des leurres de l'insertion. L'insertion qu'on propose, qui va être proposée à ces personnes, ne leur permettra pas de déboucher sur des solutions durables pour elles, d'emploi, de formation qualifiante, avec des vrais contrats, avec une vraie protection sociale, quelque chose qu'on pourrait appeler comme une véritable sécurité d'emploi et de formation. Sur les 31 000 allocataires du Rhône, 600 n'ont toujours pas donné de suite. Dès le 1er mai, leur RMI sera suspendu et il leur restera 4 mois avant une éventuelle radiation. Dans ce contexte où on évoque beaucoup les questions de pauvreté et de précarité, la révélation de l'indemnité de départ du patron de Carrefour est évidemment très commentée. 38 millions d'euros, on l'évoquait hier. Et au sein même des patrons, certains montent au créneau pour dénoncer cette démesure. David Boéry, Jean-Louis Melin. Sur Internet, la retransmission de l'Assemblée générale du groupe Carrefour. Pendant les débats, un petit actionnaire interpelle le nouveau président. M. Daniel Bernard a bénéficié d'une retraite chapeau dont le coût de constitution a été de 34,5 millions d'euros. Il s'étonne du coût faramineux du licenciement en février dernier de l'ancien PDG Daniel Bernard. Il va d'abord toucher 3 ans de salaire, soit 9 800 000 euros, contre l'engagement de ne pas travailler pour la concurrence. Lorsqu'il prendra sa retraite, il touchera en plus un complément de 100 000 euros par mois. Coût total pour l'entreprise, 38 millions d'euros. Une fortune qui fait grincer des dents chez les actionnaires. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune cohérence, aucune corrélation entre les performances de l'activité de M. Bernard à la tête de Carrefour et le Golden Parachute, si on peut dire, avec lequel il part. Car en bourse, l'action est passée en 4 ans de 90 à 40 euros, soit une perte de 56% pour les actionnaires. Du côté des salariés, c'est aussi l'incompréhension. À Marseille, les employés sortent de 3 semaines de grève pour obtenir des tickets restaurants. J'ai eu un temps d'arrêt avec un écœurement, comme je crois jamais de ma vie j'ai eu, c'est-à-dire vraiment envie de vomir, quoi. Notre compli était pour 1 euro par jour, pour 170 salariés, pour l'obtention des tickets restaurants, pour pouvoir manger un petit peu plus, quoi. À la direction du groupe, on explique que ces sommes peuvent choquer, mais qu'elles sont justifiées. Daniel Bernard est un grand président d'un très grand groupe. On est 430 000, on est parmi les 10 premiers employeurs mondiaux. Et il y a des conditions là aussi de marché. Une pratique qui lance une polémique politique. Après cette affaire Carrefour, le Parti socialiste réclame ce soir une loi interdisant les retraites dorées pour les anciens grands patrons.
Et à noter que Jean-François Roubaud, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, se dit scandalisé par ce chiffre. Les Français ne peuvent pas aimer ce type d'entreprise, dit-il. Deux informations encore dans l'actualité sociale. D'abord, ce nouveau coup porté à la décision du gouvernement de faire du lundi de Pentecôte un jour travaillé. À son tour, la SNCF déclare qu'il sera finalement férié. Annonce faite après des consultations des syndicats. Les règles relatives au travail des jours de fête seront donc appliquées aux agents en service ce jour-là. Et puis les irréductibles du mouvement lycéen étaient plusieurs centaines à défiler aujourd'hui à Paris, à l'appel de la coordination nationale. L'UNEL et la FIDEL ne s'étaient pas associés à cette journée. Hier, à l'issue de l'occupation d'une annexe du ministère de l'Éducation, 158 jeunes ont fait l'objet d'une mesure de garde à vue, notamment pour dégradation de biens publics. 26 d'entre eux étaient encore retenus ce soir. À Rome, les nouveaux signaux envoyés par le pape Benoît XVI, signaux de continuité avec Jean-Paul II. Tous les membres de la Curie, le gouvernement du Vatican, ont été reconduits dans leurs fonctions. Et les premiers enfants à recevoir la bénédiction du nouveau souverain ont été des enfants français. Sur place à Rome, Gérard Grisbeck, Claude Ganous. Visiblement, Benoît XVI prend plaisir à faire des allers-retours entre le Vatican et son ancien appartement. Comme hier, il a voulu prendre un bain de foule pour répondre à ceux qui le présentent comme un homme austère, peu chaleureux. Et hier, justement, en quittant les lieux, le pape, comme le faisait Jean-Paul II, est allé à la rencontre des enfants. Première bénédiction de la part de Benoît XVI et ce matin, la presse italienne revient sur l'événement. Ces enfants sont français. Aujourd'hui encore, ils sont tout étonnés. Il y a le pape, il nous a fait une croix sur le front et après il nous faisait comme ça. On a vu... Ça sera la première et la dernière fois de ma vie. Parce que quand même, c'est quelque chose d'être béni par un pape le lendemain de son élection. Tout près de la place Saint-Pierre, les marchands font des affaires avec les affiches du nouveau pape ou des cartes postales. Cette religieuse en a acheté une douzaine, pas moins. Mais tout ce qui concerne Jean-Paul II se vend encore mieux, livres, CD, calendriers. Maintenant, c'est trop tôt. J'achèterai la photo du nouveau pape la prochaine fois. J'ai acheté Jean-Paul II parce que je dois aller voir ma sœur en Pologne. Depuis 48 heures, les groupes de pèlerins polonais sont moins nombreux. En revanche, beaucoup d'Allemands sont déjà présents sur la place Saint-Pierre. Ce sont donc les premiers pèlerins qui arrivent pour la messe de dimanche. Rome se prépare de nouveau à accueillir des centaines de milliers de personnes. L'Église catholique a fermement condamné le vote des députés espagnols aujourd'hui, comme d'ailleurs les représentants des religions protestantes, orthodoxes et juives. L'Espagne est devenue le premier pays d'Europe à autoriser en même temps que le mariage l'adoption pour les homosexuels. C'était une promesse du nouveau Premier ministre José Luis Zapatero. Valérie Fourniou. Un tournant historique dans l'histoire de la société espagnole. Par 183 voix contre 136 et 6 abstentions, les députés ont voté aujourd'hui un projet de loi autorisant non seulement le mariage homosexuel, mais également l'adoption par les couples homosexuels à la grande satisfaction des associations. Une première dans un pays aussi profondément catholique. C'est un moment historique pour nous qui, pendant tant d'années dans ce pays, n'avons pas été considérés. Et là, nous ressentons vraiment une grande joie. Jusqu'à présent, le mariage était possible seulement aux Pays-Bas et en Belgique. Partout ailleurs en Europe, il n'est pas reconnu. Par exemple, aux Pays-Bas, cela fait maintenant 5 ans que ces cérémonies civiles sont légales. Ailleurs, un certain nombre de grands pays européens, comme l'Allemagne ou les pays scandinaves, à défaut de mariage, proposent des statuts dérogatoires. Chez nous, le Pacs existe depuis plus de 5 ans. Quant au mariage, celui célébré à Bègle le 5 juin 2004 a été cassé par les différents tribunaux saisis, un jugement confirmé hier par le Conseil d'État. Voilà, et en ce qui concerne l'adoption, il s'agit donc du premier pays d'Europe à la légaliser pour les couples homosexuels. En Grande-Bretagne, les parents de la petite Charlotte ont perdu leur combat contre les médecins. Leur fille était née grande prématurée. Au bout de 6 mois de grossesse seulement, elle pesait alors 450 grammes. Elle était lourdement handicapée. Mais son père et sa mère ont toujours souhaité qu'elle soit maintenue en vie, coûte que coûte, malgré les arrêts respiratoires. Eh bien, la justice leur a finalement donné tort. À Londres, Laurent Boussier et Dominique Marotel. C'est grâce à cette vidéo amateur que les parents de Charlotte voulaient prouver au juge que leur fille faisait des progrès, qu'elle était maintenant capable de réagir à des sons ou de suivre des yeux un objet lumineux. Soutenue par les militants du droit à la vie,
Ils entendaient ainsi contester l'autorisation donnée aux médecins en octobre dernier de ne pas réanimer Charlotte en cas de nouvel arrêt cardiaque. Si les choses ont changé et que les conditions médicales de Charlotte se sont améliorées, alors les médecins doivent la maintenir en vie. Elle n'a que 18 mois, mais 18 mois d'hôpital, 18 mois de souffrance. Grande prématurée, 13 cm et 450 grammes seulement à la naissance, Charlotte passe la totalité de son temps dans un caisson d'oxygène. Quasi aveugle, son cerveau est atrophié et elle souffre en plus d'insuffisance respiratoire. Les médecins de l'hôpital Sainte-Marie à Portsmouth jugent sa vie intolérable et voudraient éviter tout acharnement thérapeutique. Aujourd'hui, la justice leur a encore une fois donné raison. La décision d'aujourd'hui assure que Charlotte continuera à recevoir les meilleurs traitements en souffrant le moins possible. Cette histoire passionne la Grande-Bretagne, d'autant que contrairement à ce que pensaient les médecins, Charlotte a survécu à l'hiver. Bien que la fillette soit toujours au bord de la mort, ses parents y voient un signe de Dieu et ont donc décidé de faire une nouvelle fois appel de cette décision de justice. En Irak, le coup d'éclat de la guérilla, un hélicoptère bulgare a été abattu par un tir de missile. À l'intérieur se trouvaient 11 civils, 6 Américains, 3 Bulgares, 2 Philippins. Il n'y a aucun survivant. Il s'agissait notamment de spécialistes de la protection rapprochée. Par ailleurs, le Premier ministre sortant Yad Alaoui a échappé de justesse à un attentat à la voiture piégée près de Bagdad. Et puis ce rappel quotidien, notre consoeur Florence Aubenas et son guide Hussein Hanoun sont retenus en otage depuis 106 jours maintenant. Retour en France avec l'annonce par le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin, de la création d'un office central de protection des mineurs. Il s'agit de coordonner à l'échelle nationale tous les services concernés, car les chiffres marquent bien une progression. Si la délinquance des mineurs, et on l'a souvent dit, est en augmentation, ils sont aussi et de plus en plus des victimes. Sur les 4 dernières années, la hausse des violences et mauvais traitements à enfants est de 17%. La progression des viols sur mineurs est de 21%. Beaucoup de ces agressions sont commises à l'intérieur même de la famille. Voici comment travaillent les policiers concernés avec la brigade des mineurs de Créteil. Reportage Éléonore Gay, Didier Morel. Dans quelques minutes, il sera entendu par un policier. Il a 5 ans, ses parents sont divorcés et il accuse son père d'attouchement sexuel. Rompu aux entretiens avec de si jeunes victimes, un agent de la brigade des mineurs mène l'audition. Est-ce que tu vas chez lui des fois? Non, avant je voulais y aller chez lui et maintenant plus jamais je vais y aller chez lui. Qu'est-ce que tu te souviens exactement? Il m'avait touché le kiki. Cette fois, l'enquêteur ne semble pas convaincu. Au fil des questions, c'est pas vraiment l'enfant qui est maître de la situation, c'est sa mère qui le gère au niveau de la discussion et j'ai l'impression d'entendre sa mère. Des dossiers sur le fil. Cette brigade des mineurs ne s'occupe que des enfants ou des adolescents victimes. Les chiffres des violences ne cessent d'augmenter et dans le Val-de-Marne, les viols et agressions sexuelles composent les 3/4 des signalements. 2 enfants de 11 et 13 ans accusent leur demi-frère de les avoir violés. Premier interrogatoire pour le jeune homme de 21 ans. Faut pas qu'après, j'aille voir l'audition de ta mère et qu'elle me dise oui, il dormait tout le temps avec lui et il était souvent là le week-end parce que ça posera un problème par rapport à ce que tu dis en ce moment. Ça a dû déjà m'arriver de dormir avec ma petite soeur, mais une ou deux fois peut-être ça a dû déjà arriver. Je dormais avec elle, tu dormais à côté de moi dans mon lit, mais jamais j'ai fait quoi ce soir. C'est ma petite soeur, monsieur, c'est pas ma petite amie. Dans cette brigade, on a constaté que de plus en plus de mineurs étaient non seulement victimes, mais aussi auteurs d'agressions sexuelles. Sur 8 auteurs d'agressions sexuelles ou de viols, il y a quand même 1 à 2 mineurs, moins de 18 ans. Et dans ces 1 ou 2 mineurs, on a quand même des mineurs de 10-11 ans. Voilà, ça c'est inquiétant. Le futur office central de protection des personnes vulnérables devrait permettre de coordonner l'action des brigades des mineurs sur tout le territoire. Je vous demande à vous ou il y a quelqu'un? Une grosse opération de gendarmerie dans le monde des jeux. 25 personnes ont été arrêtées en région parisienne. Il s'agit de jeux vidéo a priori classiques installés dans les bars, mais qui peuvent se transformer très facilement en machines à sous. Et cela, c'est interdit, sauf dans les casinos. Paul de Genève. Les machines à sous étaient installées dans des cafés de la région parisienne. Faux flippers ou jeux vidéo transformables. Donc ça c'est un jeu traditionnel. Donc le cafetier, lui, a ça derrière son bar. Et il suffit d'appuyer avec sa télécommande. Donc, et voilà, ça devient un poker. 38 machines ont été saisies, 25 personnes interpellées. Ce réseau a été démantelé hier par la gendarmerie.
L'argent partait sous la forme d'argent liquide, en particulier à destination de pays étrangers, de l'autre côté de la Méditerranée, avant d'être réinvesti et de réapparaître sous une forme lisible et licite. Cette machine à sous, elle, est placée juste à côté de l'entrée, sous les yeux de n'importe quel client de ce café, où nous avons suivi une opération des douanes. Ça ressemble à un vieux flipper. Un vieux flipper en apparence. C'est un jeu qui n'a aucun intérêt, aucun, ce qu'on appelait avant le flipper belge. Mais le vrai nom, c'est Bingo. Et il y en a beaucoup dans Paris? Énormément. Et le problème, c'est qu'on n'est pas assez nombreux pour pouvoir tout faire. Depuis des années, ça a pris de l'ampleur. Et maintenant, on écume la mer à la petite cuillère. Alors, par rapport au gérant... Le patron est interrogé. C'est lui qui paye le gagnant en fonction du nombre de points marqués. La machine ne rend pas d'argent. Pourquoi? C'est vous le responsable en son absence. Les remboursements ici sont faits à partir de combien de points? Est-ce que c'est comme partout ailleurs, 15 points, 20 points minimum, ou est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins? Le minimum, le seuil. Ça dépend de la tête du client. La tête du client? Cette machine est rentable, 2000 € de bénéfices par mois. Une machine qui rapporte, mais qui va coûter très cher. Le café sera fermé au minimum 9 jours et une très lourde amende sera infligée au patron. Le bingo finira ici, dans l'entrepôt des douanes. Voilà, donc là on rentre dans l'entrepôt de la recette où sont stockées toutes les marchandises qui ont été saisies par les brigades de Paris et le service des contributions indirectes. On s'étale sur 3 ou 4 années, notamment toujours en attente de jugement. Derrière ces affaires se cache souvent le crime organisé. L'un des derniers par un Français, Francis le Belge par exemple, avait été assassiné dans une guerre des gangs justement pour le contrôle de ces machines à sous. La campagne du référendum, les sondages se suivent et ne se ressemblent pas. Hier, l'écart semblait se resserrer entre le oui et le non. Eh bien, l'enquête du jour, BVA pour l'Express, indique exactement le contraire. 58%, vous le voyez, pour le non, 42% pour le oui. On le sait, c'est à gauche que le non est le plus fort, mais à droite aussi, on s'inquiète. Les ténors sont en campagne et ils ont souvent du mal à convaincre, vous allez le voir. Le ministre de l'Intérieur, par exemple, Dominique de Villepin, était à Périgueux. Reportage Véronique Saint-Olive, Alexandra Renard. Dominique de Villepin ou la fierté d'être français. Hier à Périgueux, le ministre de l'Intérieur a voulu faire vibrer la fibre patriotique et affective. Spécialiste de la course d'obstacles, il était urgent pour lui de faire oublier la crise avec Jean-Pierre Raffarin, de parler de rassemblement et de loyauté. Bonjour madame. Bonjour d'Agnès. Je sais pas qui est Agnès. Agnès. À 5 semaines du référendum, Dominique de Villepin veut démultiplier la campagne pour le oui, jouer la proximité avec les Français, se poser en chef de bataille. Un grand Français et un grand Européen. C'est un combat difficile, parce qu'il va falloir véritablement sortir de nous-mêmes, sortir chacun des enjeux de nos vies personnelles, pour nous élever au niveau de ce qui nous fait Françaises et Français, c'est-à-dire cette aventure collective. Un amphithéâtre comble et Dominique de Villepin confronté à la difficulté d'expliquer comment la France a tout à gagner d'une Europe forte. Je suis contre cette constitution, entre autres, parce que je crois que l'Union européenne est incapable de résoudre ses problèmes principaux. Alors, il me semble, Monsieur le Ministre, qu'il y a une atteinte à la souveraineté nationale par cet article. Pour quelqu'un comme moi, qui ait grandi dans la passion de la France, jamais je n'imaginerais que notre pays puisse céder sur l'essentiel, sur ce qui fait son identité. Jamais. Dominique de Villepin croit que les Français ne demandent qu'à être convaincus. Il lui reste à prouver que sa méthode est convaincante, sa crédibilité personnelle est en jeu. Jean-Pierre Raffarin, lui, est parti en Chine. Devant les Français de Pékin, il a appelé à voter en évoquant le spectre du 21 avril 2002, premier tour de la présidentielle. Mais le Premier ministre a surtout fait la promotion d'Airbus, avec un nouveau contrat pour l'A380. Sur place, Jean-Baptiste Prédaly, Francis Forget. Les voyages à l'étranger, surtout les voyages officiels, ont parfois du bon. Aucun risque, par exemple, pour Jean-Pierre Raffarin, de se prendre les pieds dans le tapis. Il faut dire que pour leur hôte, les autorités chinoises sont aux petits soins. Ce deuxième voyage en Chine, c'est comme une respiration pour le Premier ministre. Loin de la fronde de Dominique de Villepin et des mauvais sondages. En signe de respect, son homologue chinois lui fait même les honneurs de la cité interdite. Pourtant, le but, ce n'est pas le tourisme, mais les contrats. 30 Airbus vendus pour 2,5 milliards d'euros, plus des achats de blé et une coopération confirmée dans le nucléaire. Pour un peu, Jean-Pierre Raffarin en aurait oublié la politique. Mais devant la communauté française, sur le référendum, il reconnaît que le résultat sera serré et lance son appel de Pékin. Je lance cet appel
aujourd'hui, le 21 avril, date que je n'oublie pas, date qui est une date importante pour lancer cet appel national à tous nos compatriotes pour qu'ils s'engagent dans cette participation démocratique. Jean-Pierre Raffarin suit un cadre largement défini par Jacques Chirac. Soutien aux autorités chinoises et tentative d'implanter ou de développer l'activité des entreprises françaises. Surtout, le Premier ministre s'efforce d'afficher sa sérénité et un message. Certes, il est critiqué, mais il continue de faire son travail. Et si tous les dirigeants occidentaux se transforment en VRP quand ils vont à Pékin, c'est bien sûr parce que le consommateur chinois offre de nouveaux marchés. Mais voici un autre aspect de cet Eldorado chinois. Tout un pan de l'industrie subventionné autrefois par le régime est aujourd'hui en faillite. On se dispute pour récupérer ses usines et ses friches. À Shenyang, reportage Philippe Rochaud, Sylvain Gillaume. Ces usines à l'agonie symbolisent le naufrage des entreprises d'État. Elles n'ont pas survécu au passage de la Chine à l'économie de marché. À Shenyang, plus d'1 million d'ouvriers ont été touchés. C'était la région la plus sinistrée de Chine. Mais ce spectacle de désolation s'efface derrière des centaines d'entreprises nouvelles ou rajeunies. Ici, une entreprise textile japonaise qui a choisi de délocaliser à Shenyang. La crise entre la Chine et le Japon ne perturbe pas le travail des 250 ouvriers. C'est beaucoup plus intéressant qu'ailleurs. J'ai énormément de choses à apprendre en travaillant dans une entreprise étrangère, notamment au niveau de la gestion. Cette firme japonaise, Itokin, fait travailler 5000 ouvriers en Chine. C'est une entreprise de transformation et pas de vente. Nous n'avons eu aucune difficulté à nous installer ici. À Shenyang, une usine militaire d'avions de chasse produit aujourd'hui des ailes et les portes de secours de l'Airbus A320. La Chine s'implique un peu plus dans la fabrication de l'avion européen. 5 compagnies chinoises produisent des composants pour Airbus. À l'époque de l'économie planifiée, notre production était uniquement destinée à l'armée. Mais après les réformes économiques, nous avons pu entrer sur le marché international. Pour les entreprises françaises, seul Michelin a profité du fait que Shenyang était l'une des cités industrielles les plus importantes de Chine pour s'installer ici, il y a 10 ans. Il y a environ en Chine 22 à 25 millions de voitures. L'évolution est importante et nos implantations en Chine sont faites, et notamment à Shenyang, pour suivre l'évolution du marché local. Il existe à Shenyang 7000 entreprises étrangères, dont 5 françaises seulement. L'objectif du pouvoir est aujourd'hui d'attirer les investissements en dehors des zones traditionnelles de Pékin ou de Shanghai. Le succès du viaduc de Millau, le millionième client a franchi le pont hier soir avec un mois d'avance sur les prévisions. Il s'agit de ce chauffeur routier venu de la Somme. Le viaduc, rappelons-le, a été inauguré il y a 4 mois. À propos de circulation, une page se tourne à la gendarmerie. Exit Peugeot, les gendarmes vont rouler en Subaru et ils avaient besoin de voitures puissantes pour poursuivre les chauffards sur l'autoroute. Ils ont choisi des japonaises. Paul de Genève, Guillaume Fautra. Jusqu'à présent, c'était un gros jouet pour amateurs de sensations fortes, fans de rallye. Une voiture japonaise, 4 roues motrices, plus de 200 chevaux sous le capot. Le type même d'engin que les gendarmes arrêtent régulièrement sur la route. À tel point que cela leur a donné une idée. Pourquoi ne pas en avoir eux aussi? Et voici ce que cela pourrait donner. En effet, l'administration a prévu d'en acheter 150. Le cahier des charges des gendarmes était très clair. Il fallait des voitures très sécurisantes, qui tiennent très bien la route, qui freinent très bien, mais qui soient dotées de performances aussi exceptionnelles. Mais dans le passé, il y a une trentaine d'années, la gendarmerie déjà avait des voitures performances et a eu quelques Alpines A310 à l'époque. Non, ce n'est pas un des concurrents du rallye de Monte-Carlo. Une mécanique de pointe. Depuis que les gendarmes surveillent les autoroutes, les brigades rapides d'intervention sont équipées de voitures puissantes. Nous dirigeons en direction de Lyon. Renault Scénic Vert, vitesse 170. Actuellement, ils disposent de 306 rapides, mais un peu dépassés. Ils attendent impatiemment maintenant leur nouveau jouet. Au niveau vitesse, accélération, elle sera très bien. Tenue de route aussi, puisque c'est une 4 roues motrices normalement. Donc maintenant, ils attendent avec impatience. Les premières sont attendues avant la fin de l'année. Les gendarmes s'offrent ainsi une voiture de course à moins de 30 000 € chacune. Le constructeur japonais a même consenti une ristourne de plus de 20%.
En bref, la sécheresse, un 8e département décide d'appeler ses habitants à économiser l'eau. Il s'agit de la Drôme. La préfecture indique 60% de précipitations en moins ces derniers mois. La neige et les pluies de ces derniers jours n'ont pas suffi à réalimenter les nappes phréatiques. L'environnement et la fin de la mission de Jean-Louis Etienne à Clipperton. L'aventurier, vous le savez, a passé 4 mois en famille sur cet îlot désert du Pacifique. Il est revenu il y a une dizaine de jours et il fait un premier bilan. Il a été frappé par la quantité de déchets ramenés par les courants et surtout par les conséquences de la pêche intensive sur la faune et la flore. Dossier signé Florence Mavic, Joseph Bachtik. Clipperton, un radeau volcanique perdu dans le Pacifique. 12 km de sable, de corail, quelques cocotiers, pas un habitant. Lorsque Jean-Louis Etienne débarque en décembre sur ce minuscule bout de terre française, l'impression est forte. Vous êtes au cœur d'une nature qui est livrée à elle-même. C'est une île qui n'est pas un paradis. C'est pas Bora Bora, c'est une île de caractère, c'est très puissant. Pas âme qui vive, mais l'atoll grouille de vie. S'installer ici, c'est partager son temps avec des centaines de milliers de crabes rouges, d'oiseaux, d'insectes, de rats. Toutes ces espèces, les chercheurs les ont comptées, baguées, prélevées. Leur but, dresser un inventaire de la biodiversité de l'île. Les fous masqués, qui sont ces oiseaux qui sont présents sur l'île, c'est la plus grande colonie au monde de fous masqués, pratiquement de fous bruns aussi. Donc chaque espèce est extrêmement forte, extrêmement puissante, inféodée à cet atoll. Les oiseaux sont des indicateurs des ressources de la mer. Entre les fous masqués et les thoniers mexicains qui pêchent au large, devinez qui a le plus gros appétit. Les ornithologues ont remarqué que les oiseaux avaient du mal à nourrir leurs petits. Et la surpêche menace en fait l'ensemble de l'écosystème. Et c'est des thoniers qui font 70-80 mètres. Chacun est équipé d'un hélicoptère avec des bateaux rapides. Ce sont des seineurs pour abattre les poissons. Donc le poisson n'a aucune chance. Il y a 2 baguettes, une verte et une rouge. Donc rouge, c'est occupé. Jouer à Robinson Crusoe sur une île pas si déserte que ça ne s'improvise pas. Ici, ce sont les toilettes avec vue imprenable sur le Pacifique. À côté, des paraboles, des éoliennes, des téléphones satellites. Le campement d'une quarantaine de personnes est un mélange de système D et de technologies pointues. Né d'un volcan sous-marin, l'atoll est une île vivante, une île corallienne qui pousse d'1 centimètre par an. L'étude des couches successives du corail permettra de connaître les variations de température de l'océan sur une échelle de 400 ans. Ça permettra de mieux connaître ce fameux El Niño, qui est ce renversement de tendance des courants entre l'Est et l'Ouest du Pacifique, qui menace en fait régulièrement le corail parce que ça amène de l'eau chaude dans des zones où il y a du corail et le corail meurt à cause de ces eaux chaudes. Ce fragile écosystème est loin de la civilisation, mais les courants lui envoient des kilos de déchets. Aujourd'hui, l'expédition naturaliste a plié bagages, des échantillons plein les poches. L'îlot de Clipperton deviendra-t-il un jour un observatoire de l'océan ou restera-t-il, comme le dit joliment Jean-Louis Etienne, une parenthèse en apesanteur du monde? Éducation, aujourd'hui, on essaye d'éviter aux enfants le plus possible le moindre traumatisme. Eh bien, voici une initiative étonnante, une sortie de classe pour expliquer aux plus petits l'hospitalisation et pour la dédramatiser. C'est une initiative d'étudiants en médecine. Ils ont créé des cliniques des nounours. Exemple à Nancy, Laurence Deleur, Mathieu Bierden. La bobo là, et là, et là, et là. Elle s'est coincée tout dans une armoire. La mal au ventre, elle a trop mangé. Mais qu'est-il donc arrivé à tous ces nounours? Ils sont tous brutalement tombés malades. Pas d'école aujourd'hui pour les parents, il faut en urgence les emmener à l'hôpital. Gnognon est très souffrant, il passe en premier. Il a mal de partout, il saigne, on voit ses os. Ouh là là, c'est très très grave alors là. Mais l'hôpital des nounours est un hôpital vraiment comme les autres. Il y a déjà beaucoup d'attentes à la radiologie. Marc fait un détour chez le dentiste. T'as vu comment je faisais? Oui, j'ai vu comment tu fais, c'est super bien. Tu refais encore une fois pour faire l'autre côté, il faut bien faire les 2 côtés. Mais j'ai fait des 2 côtés là et en haut. Pour d'autres peluches, le cas est trop grave, c'est le bloc opératoire direct. Les mamans et les papas assistent angoissés à l'opération. Il s'était fait un tassement de vertèbre, il s'est fait une plaie dans le dos et là on recoue après avoir refait sa vertèbre.
Ils sont très attentifs, ils regardent le moindre geste et on les sent vraiment tendus, très impressionnés. Ouais. Mais beaucoup se prennent au jeu. Avec ses étudiants en médecine, ils démystifient l'hôpital. Seringues, stéthoscope, radio, le monde médical devient plus concret. Ça va surtout leur permettre de pouvoir mettre des mots sur des métiers, sur des objets, sur toutes sortes de choses qui sont inconnues pour eux. Et quand on a enlevé l'inconnu, on a enlevé une grande partie de la peur. On lui a fait une petite piqûre, et elle n'a même pas eu peur, elle était courageuse. Pour autant, la plupart d'entre eux comptent bien ne jamais être à la place du nounours. J'ai pas envie que vous m'opériez, j'aime pas ça, je déteste. Les nounours malades ont quand même de la chance, ils vont manquer quelques jours d'école. L'ouverture ce week-end du mondial de la maquette à Paris. Si vous avez en mémoire les modèles réduits de notre enfance, eh bien vous avez un train de retard, en l'occurrence un avion de retard. Les nouvelles maquettes sont énormes, plusieurs mètres d'envergure et près de Paris, un aérodrome leur est même réservé. François-Julien Piednoir, Rémi Poissonnier. Plein gaz, mais pas de pilote dans l'avion. C'est du sol qu'ils font leurs acrobaties. Razmotte, looping ou tonneau. Avec leur coucou modèle réduit, les aéromodélistes s'éclatent dans les airs en restant sur terre. Quasiment dans l'avion, on vit l'avion. Et avec une joie immense de pouvoir contrôler ces engins qui sont tout de même pas faciles à piloter. Et effectivement, attention à la casse. L'amusement, c'est ça, c'est d'aller le plus loin possible jusqu'où l'on puisse plus aller, jusqu'à ce que ça casse. Alors, on s'arrête juste avant et on évite parce qu'on construit. Car ils y passent des heures à construire leurs avions à l'identique, mais à l'échelle d'un tiers. Heureusement, Jean-François est à la retraite. Un kit comme ça, en travaillant 7 heures par jour, en 2 mois, vous le montez. Et c'est un plaisir, c'est un hobby, quoi. Il y a des gens qui collectionnent des timbres, il y a des gens qui font du ski, du jet. Nous, on fait des avions. Plus impressionnant encore, les chevaliers du ciel, les fous de la vitesse. Le jet de René fonce à 300 km/h. On est dans des jouets, je veux dire quand même, qui sont de l'ordre de 5 000 € là quand même. Donc je pense que là on est au summum de ce que l'on peut faire en modèle réduit. On est comme les vrais, parce qu'en fin de compte c'est ça le but. Ils sont près de 22 000 passionnés d'aéromodélisme en France. Des pilotes par procuration qui vivent l'aviation la tête dans le ciel, mais les pieds sur terre. Il est l'autre star du polar anglo-saxon avec Dan Brown et son Da Vinci Code. Il s'agit de Harlan Coben. Lui aussi vend ses romans à des millions d'exemplaires. En France, on l'a découvert il y a 3 ans. Portrait du nouveau maître du suspense, Bruno Ledreff, Chloé Lecomte. 1,95 m, 95 kg, un physique de détective privé, ça tombe bien pour un auteur de polar. Mais ce jour-là, Harlan Coben ne verra pas grand-chose de Paris. Son programme commence à 9 h du matin et vous allez voir, ça ne va pas s'arrêter. Journalistes, photographes, lecteurs, tout le monde en veut. Il faut dire qu'en 10 ans, l'homme a écrit 12 livres, traduits en 32 langues et vendus à près de 15 millions d'exemplaires. J'écris toujours en me demandant comment raconter la meilleure histoire possible pour vous empêcher de fermer le livre. Ces héros sont toujours des gens ordinaires, mêlés à des situations extraordinaires. Après les interviews, il y a les photos, l'une des rares occasions de sortie. J'essaie de me laisser aller. En fait, je réfléchis à mon prochain livre. Ces 4 éditeurs français financent son séjour parisien. Ils espèrent bien en profiter. Les livres se vendent déjà. Et avec la présence de tel auteur, ça se vendra encore mieux. Et c'est l'heure d'aller vendre. En avant pour une séance de signature. Pas vraiment un travail d'écrivain. C'est mon boulot. J'aime ça. Pas toujours, non. Mais j'aime rencontrer mes lecteurs. Donc je le fais. Tiens, voilà la Tour Eiffel. Il n'en verra pas plus. Mais ses lecteurs sont bien au rendez-vous, parfois venus de loin. C'est génial, j'aurais jamais cru qu'on puisse le rencontrer d'ailleurs, c'est vraiment assez exceptionnel. Hein. Qu'est-ce qui est le plus difficile, écrire ou faire la promotion? Écrire est beaucoup plus difficile que faire de la promotion. Il suffit d'être là, poser pour une photo peut être ennuyeux, mais c'est beaucoup plus facile que d'être assis face à la page blanche toute la journée et de trouver des idées. Et pour finir, rendez-vous avec Guillaume Canet, qui va réaliser la première adaptation de l'un de ses livres. Au départ,
un coup de cœur de l'acteur français. Je suis tombé dessus et je l'ai lu, je l'ai dévoré en une journée. Et donc voilà, j'ai eu envie de faire cette adaptation. Je vais dîner avec mon nouvel ami et nous allons parler du film. Une super journée. Bon dîner, monsieur Coben. Il est 21h, cela fait 11 heures que vous assurez la promotion de votre dernier livre. Vous avez bien travaillé. Sport, football, l'avenir de Fabien Barthez en suspens. Le gardien de but comparaissait en fin d'après-midi devant la commission de discipline. En février dernier, vous vous en souvenez, il avait craché sur un arbitre au Maroc. Il risque plusieurs mois de suspension et c'est aussi l'équipe de France qui retient son souffle. Manuel Tissier, Madi Diawara. Lunettes noires, visage fermé dans la cohue, Fabien Barthez devant ses juges. Il est 17h à Paris et le champion du monde va tenter de se justifier 2 mois après les faits. Le 12 février, Barthez n'avait pas de lunettes, mais un bonnet noir. Et il avait des choses à dire à M. El Hachiri, l'arbitre du match amical Casablanca-Marseille. Des insultes et un crachat seraient sortis ce jour-là de la bouche du gardien de l'OM. Choqué, l'arbitre marocain établit un rapport accablant pour Barthez. Il se souvient de cette fin de match houleuse. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi il a réagi ainsi. Je ne sais pas, je n'ai pas compris son attitude. Et là, qu'est-ce que vous vous dites là? Calmez-vous s'il vous plaît. Devant la commission de discipline de la fédération, Fabien Barthez et ses avocats ont notamment tenté de montrer que l'arbitre n'a pas été non plus très correct. Les spécialistes de la lecture sur les lèvres que nous avons rencontrés confirment que M. El Hachiri n'était pas si tempéré qu'il a bien voulu le dire et qu'il a peut-être lui aussi perdu le contrôle. On ne sait pas exactement quel mot il a utilisé. On sait que le début c'est ça, espèce de, mais après on ne sait pas trop. Ça a l'air d'être une parole désagréable a priori. Oui. Malgré tout, Barthez risque très gros. Le règlement de la fédération est clair, crachat à l'encontre d'un officiel, 6 mois de suspension ferme. Barthez est resté 2h30 devant la commission de discipline. Il en est sorti il y a quelques minutes sans connaître la sanction qui entrera en vigueur lundi prochain et sera rendue publique demain matin. Avant de refermer ce journal, un détour par le plateau d'Olivier Mazerolle et de 100 minutes pour comprendre l'Europe. Ce soir, l'Europe expliquée à tous, c'est la Constitution européenne. Bonsoir Olivier, Valéry Giscard d'Estaing en invité vedette, mais aussi une série de débats qui s'annoncent détonnants. Oui, alors Valéry Giscard d'Estaing, vous savez que c'est lui qui a présidé la Convention européenne, d'où est venue cette Constitution, donc ce sera le premier invité. Un autre invité partisan du oui, c'est Robert Badinter, qui lui a aussi participé à la rédaction de cette Constitution. Et puis 2 autres invités qui, eux, vont défendre le non. Il y a d'abord Jean-Pierre Chevènement, nom de gauche, et Charles Pasqua, nom de droite. Et puis 2 débats, en effet. Le premier qui opposera Thierry Breton, le tout nouveau ministre de l'économie et des finances, à Marie-Georges Buffet sur les retombées économiques et sociales de cette Constitution européenne. Et puis un autre débat qui opposera Bertrand Delanoë, le maire socialiste de Paris, à Jean-Marie Le Pen, le président du Front National, sur les valeurs de cette Constitution, c'est-à-dire en réalité le mode de société que cette Constitution nous propose. Donc on va essayer de tout comprendre ce soir. Eh bien, tout à l'heure, Olivier, vous vous intéressez à la politique, vous souhaitez comprendre ce fameux texte. Rendez-vous donc avec 100 minutes pour comprendre dans quelques instants. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet. Point route, Valérie Maurice. À 22h45, vous retrouverez Guillaume Durand pour Trafic, avec entre autres Benjamin Biolay et Françoise Hardy. 1h10, dernier journal, Jean-Claude Renaud. Dès 6h30, Télématin. Dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra Jack Lang. À 13h, Benoît Duquesne. À 20h et tout le week-end, Béatrice Schoenberg. On se quitte sur un Happy Birthday. Joyeux anniversaire, Madame la Reine Elisabeth II, à 79 ans. 79 coups de canon tirés à cette occasion par la garde royale. Rappelons que depuis la mort du prince régnier, elle est la doyenne des têtes couronnées en Europe. À lundi.